Il y a beaucoup d'idées fausses sur la dissuasion nucléaire parce que la dissuasion, ça charrie beaucoup de fantasmes, beaucoup de représentations compliquées, beaucoup d'angoisses souvent, et donc les idées fausses ne manquent pas. La plus actuelle, pourrait-on dire, serait celle qui consisterait à dire que la dissuasion est devenue inutile ou obsolète parce qu'elle n'arrive pas à répondre aux menaces d'aujourd'hui, la question du terrorisme ou la question du climat. Et donc, c'est une idée fausse parce qu'en fait, la dissuasion n'a jamais été conçue pour lutter contre ce type de menaces et que les menaces pour lesquelles elle a été conçue n'ont pas disparu. Ça, c'est une première idée fausse. Une deuxième idée fausse qui a cours en ce moment, c'est que au fond, on pourrait arriver à réduire le nombre d'armes nucléaires pratiquement jusqu'à zéro par un traité d'interdiction ou une approche juridique, c'est-à-dire en ignorant le contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons. Idée fausse parce que c'est plutôt le contraire aujourd'hui et la question nucléaire revient sur le devant de la scène et ça n'est sûrement pas un traité quel qu'il soit qui va impressionner ni M. Trump, ni M. Poutine, ni M. Kim Jong-un en Corée. Enfin, la dernière idée fausse que l'on entend souvent, c'est de dire la dissuasion ça fonctionne ou la dissuasion ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est bien plus compliqué que cela. Sous forme de boutade, on pourrait dire que si on pouvait démontrer que ça fonctionne, bah, tout le monde en aurait, et si on pouvait affirmer et démontrer que ça ne fonctionne pas, eh ben, les gens ne sont pas fous, ils mettraient tout ça au placard. En réalité, ce n'est pas parce que la dissuasion a réussi jusqu'à maintenant, semble-t-il, à empêcher les guerres telles qu'elles avaient été conçues, qu'il faut affirmer que cela fonctionne, parce que, au fond, peut-être que ce sont d'autres éléments qui ont fait qu'on n'a pas eu, dans une période récente, des grandes guerres comme le XXe siècle nous en avait malheureusement donné l'occasion de vivre et de subir. Il faut garder trois choses. La première, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de modèle alternatif, de modèle de sécurité mondiale hors du nucléaire. Certains critiquent ce modèle, mais on n'a pas encore pu imaginer un modèle où le monde serait totalement débarrassé d'armes nucléaires avec le même type de sécurité et de stabilité mondiale. Le deuxième élément qu'il faut garder en tête, ce sont la gravité des crises de prolifération que nous connaissons aujourd'hui. La question iranienne et la question nord-coréenne, qui sont deux questions tout à fait différentes, mais qui portent quand même sur la question de l'accès à de nouveaux pays à une capacité de dissuasion. Ces deux problèmes-là, alors celui de l'Iran a son actualité parce qu'à l'heure où nous parlons, eh bien, nous sommes dans l'attente d'une décision du Congrès américain sur le sujet, mais qui pourrait radicalement changer la donne sur cette région du monde. Et sur la Corée du Nord, eh bien, il y a eu une accélération en Corée du Nord qui fait que très prochainement, si rien ne bouge, la Corée du Nord pourrait se doter d'une dissuasion nucléaire, ce qui changerait radicalement l'équation géopolitique de l'Asie. Enfin, la troisième idée qu'il faut garder en tête, c'est que nous devons repenser l'architecture de sécurité en Europe, qui a été mise à mal ces derniers temps, d'une part parce que nous assistons au retour sur la scène internationale de la Russie comme puissance, avec des actions de type invasion de la Géorgie, la question de la Crimée, la question de l'Ukraine. Nous constatons un certain nombre de divergences entre Européens sur la manière de faire face à cette menace, et ces divergences s'exprimant aussi bien au sein de l'Union européenne que parfois au sein de l'OTAN. Enfin, dernier aspect, les instruments que nous avions mis en place à la fin de la guerre froide, et notamment l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, ces instruments multilatéraux, ainsi que les traités correspondants, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, ainsi que le traité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique devenue Russie, qui est le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, tout cela aujourd'hui ne fonctionne plus. Et cela veut dire qu'il va nous falloir renégocier ou réinventer tout un système d'architecture de sécurité qui puisse prendre en compte les nouveaux paramètres de l'Europe moderne.
Alors, si on se projette un peu dans l'avenir, il y a très très nombreuses problématiques. Une des plus importantes, c'est la question de la fiabilité et de la crédibilité des alliances. Au fond, les États-Unis ont étendu un parapluie nucléaire depuis, disons, pour faire court, depuis les années 50. Est-ce que ça va durer éternellement? Et qu'est-ce qui se passe si jamais ces alliances, comme toujours dans l'histoire, finissent par être modifiées? Est-ce que là, ça ne posera pas des problèmes à ces pays sous parapluie et comment vont-ils réagir par rapport à cela? Il est déjà difficile d'établir une dissuasion crédible pour soi-même, c'est encore plus difficile lorsqu'il faut être crédible pour autrui et pour ses alliés. Un deuxième élément fort qu'il va falloir suivre, c'est le fait que la dissuasion nucléaire, eh bien, les gens ont des doutes dessus et sur sa viabilité à long terme. Donc qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'être protégés quand même, pourrait-on dire. D'où le déploiement de plus en plus significatif de systèmes antimissiles, de dômes de protection de toute forme, et je pense que c'est une des choses qui va monter en puissance à l'avenir et finalement affaiblir la dissuasion, ou en tout cas la réserver à des cas très particuliers et très restreints d'attaque et de défense. Enfin, peut-être un troisième point qui est plus de la science-fiction, peut-être que nous verrons l'apparition de formes de dissuasion différentes de la dissuasion nucléaire. On peut penser au cyber ou à l'intelligence artificielle. L'idée, là, n'étant pas de menacer, de tuer des quantités très considérables de gens, mais plutôt de paralyser un pays. C'est-à-dire, tu ne fais pas ceci, sinon, eh bien, je vais paralyser tes installations critiques, l'économie de ton pays, etc. Ce qui est une forme de dissuasion radicalement différente de celle où je vais infliger des dommages considérables à ta population. Là, ce sera plutôt sur l'économie, mais on peut imaginer, avec les progrès de la technologie et le développement du cyberespace, que cette forme de dissuasion monte en puissance dans les années à venir.